Bonjour à toutes et toutes, bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel. Vous êtes à l'écoute de l'émission La classe des luttes. Notre sujet du jour, c'est les bidonvilles en Île-de-France pendant et après la guerre d'Algérie. La classe des luttes, c'est une émission de vulgarisation historique et militante. Notre but est de discuter des différents courants politiques et des formes de lutte passées pour nous former et nous inspirer, toujours dans le respect des mouvements que nous aborderons et dans le dégoût des répressions auxquelles ils ont fait face. Pour m'accompagner à vous présenter cette émission, je vais laisser la parole à mes camarades pour se présenter. Pauline, historienne désœuvrée, pour ne pas dire chômeuse. Jean, docteur en anthropologie sociale et culturelle, militante antispéciste et abolitionniste. Yann, auteuriste de romans non publiés, militante anarchiste, ancienne syndicaliste à la CNT, et j'ai une licence de sociologie. Félix, ancien travailleur humanitaire et actuellement au chômage grâce à Donald Trump. Et pour nous accompagner pour cette émission, on reçoit Dalil Ferganis, qui est un doctorant franco-algérien qui a grandi à Pantin. Son mémoire de recherche intitulé « Surveiller, vivre et lutter dans les bidonvilles au temps des décolonisations, la ville d'Argenteuil entre guerre d'Algérie et années 68, 1953-1973 » a reçu le prix Metron 2023 pour le meilleur mémoire d'histoire sociale. Actuellement, Dalil est doctorant pour 3 ans au sein de la New York University, à l'Institut des études françaises. Son sujet de thèse porte sur l'activisme politique des populations nord-africaines dans un contexte post-colonial, en s'intéressant plus particulièrement au mouvement des travailleurs arabes fondé en 1972. Pour cette émission, nous aborderons plus précisément le sujet de son mémoire portant sur les bidonvilles d'Argenteuil et les luttes qui y sont menées par les populations ainsi que les différents acteurs de répression. Donc merci Dalil d'être disponible, et puis on va passer rapidement à la présentation du jour. Septembre 1970, Argenteuil. D'un côté, un bulldozer rase des baraques de fortune. De l'autre, le préfet sourit devant les caméras, entouré d'enfants qui viennent d'emménager dans un appartement HLM flambant neuf. La presse parle de victoire. La lèpre des bidonvilles disparaît enfin. Mais derrière cette mise en scène officielle, il y a une autre histoire. Celle des luttes, des résistances, des expulsions, des mobilisations politiques et de la surveillance qui ont traversé les bidonvilles d'Argenteuil. Des années 1950 aux années 1970, ces lieux n'étaient pas seulement des abris précaires, ils étaient aussi des espaces de combat. Combat anticolonial avec le FLN et le MNA, mais aussi combat social avec les habitants qui s'organisent pour ne pas être expulsés, et enfin combat politique avec la gauche communiste face aux autorités. Aujourd'hui, on va plonger dans cette mémoire souvent oubliée, celle des luttes qui ont façonné l'histoire des bidonvilles et plus largement, l'histoire urbaine et politique de la France contemporaine. Dalil, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a motivé à travailler sur les bidonvilles? Est-ce que tu peux définir ce qu'est un bidonville et pourquoi tu as choisi de travailler sur les bidonvilles d'Argenteuil spécifiquement? Alors, merci pour cette question. Ça, c'est une question vaste. Je vais commencer peut-être par la définition, parce qu'en fait, c'est un mot que tout le monde connaît pas forcément et même les gens qui connaissent l'associent pas forcément à une idée claire. C'est un mot nouveau, bidonville, dans la langue française. C'est pas un mot ancien, c'est un mot qui a moins de 100 ans. Je commence par l'histoire du mot parce qu'elle est intéressante. C'est une histoire coloniale en fait, et ça en dit beaucoup sur ce que c'est qu'un bidonville. Le mot bidonville, il apparaît en français après la Seconde Guerre mondiale, au début des années 40, et c'est littéralement le mot bidon et le mot ville collés ensemble, parce que c'est un mot qui apparaît à Casablanca, dans l'administration coloniale française au Maroc, pour décrire les quartiers auto-construits de baraques, construites par les immigrés marocains, qui font de l'exode rural en fait, qui viennent de des zones rurales du Maroc et qui arrivent dans les grandes villes et qui donc construisent des habitations de fortune avec ce qu'ils et elles trouvent. Et notamment, la légende raconte qu'il y aurait des, comment dire, des restes de l'armée américaine et notamment des bidons avec lesquels les immigrés, les déplacés internes du Maroc auraient construit les premiers bidonvilles. D'où le nom bidonville, ville de bidon, littéralement. Donc c'est un mot d'origine coloniale. Et le mot va se déplacer en France métropolitaine, il va venir du Maroc, il va aller en Algérie pour décrire la même chose, donc le même phénomène d'exode rural, parce qu'à ce moment-là, dans le Maghreb, il y a d'immenses famines et des épidémies endémiques qui reprennent et qui se développent du fait de la malnutrition, des réquisitions de guerre, et cetera, et cetera. Et ensuite, il va traverser la Méditerranée, il va arriver en France. Pour décrire quoi? Eh ben, pour décrire exactement les mêmes populations. Pour décrire les immigrés, du Maghreb principalement, et ensuite il va se généraliser et ça va devenir le mot français qu'on connaît, le mot bidonville, qui sert à décrire aujourd'hui
les habitations de fortune, des ensembles de baraques, qui peuvent faire, quelques dizaines d'habitants ou plusieurs dizaines de milliers, et qui se développent dans des espèces, de villes autonomes construites sur des terrains vagues, en marge des habitations urbaines. Donc c'est intéressant de voir cette généalogie-là, qui est une généalogie d'essence coloniale. C'est des habitations de fortune, déshéritées en marge des villes et cetera, mais au départ, c'est aussi une association raciale, avec cette idée que, il y a certaines populations qui seraient incapables d'habiter en ville, en fait, dans une ville moderne, qui seraient incapables d'accéder à la modernité parce que ils ont une espèce d'atavisme, parce qu'ils ont une espèce ils sont ancrés dans l'archaïsme et cetera. Et au départ, c'est ça qui se joue dans le terme bidonville. Et petit à petit, ça a passé dans le langage commun et ça perd un peu cette connotation raciale et cette connotation coloniale. Mais c'est pour ça que le terme bidonville reste un terme très péjoratif. Parce que c'est pas juste la description d'un habitat, c'est aussi une manière de disqualifier les habitants. Voilà, alors j'ai répondu sur la question des bidonvilles, plus généralement ce que c'est que le mot. Moi, j'ai travaillé plutôt sur les bidonvilles d'Argenteuil, spécifiquement. Mon intérêt pour les bidonvilles, il vient donc, comme vous avez dû le comprendre maintenant, de mon intérêt pour l'histoire coloniale, pour l'histoire du racisme, de la discrimination, mais aussi de la violence coloniale et de comment ça s'est déplacé vers la métropole à un moment donné dans l'histoire. Et donc les bidonvilles, ils permettent d'étudier ça. À un moment où, après la Seconde Guerre mondiale, comme il y a une immigration de populations colonisées vers la France métropolitaine, ben, il y a aussi le déplacement de tout un tas de stéréotypes, de catégories administratives racistes, de manières de faire, de manières de penser et aussi de moi, ce qui m'intéressait, d'actions policières. C'est ça qui m'avait intéressé au départ, qui vont du coup suivre les colonisés en métropole. Et le bidonville d'Argenteuil, c'est un bon laboratoire pour voir ça. Parce que c'était un bidonville dans la ville d'Argenteuil en région parisienne qui était peuplée majoritairement de colonisés, donc d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce bidonville, le fait de pouvoir étudier, le développement de ce bidonville des années 50 jusqu'aux années 70. Donc entre colonisation et période entre guillemets «décolonisée». Dans ton mémoire, tu présentes plusieurs acteurs politiques et associatifs qui sont présents dans les bidonvilles. Donc, je cite rapidement ATD Quart Monde, Emmaüs, un peu plus tard la gauche prolétarienne. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous présenter ces acteurs-là et un petit peu leur rôle? Alors c'est une grande question. Hem, alors sur les acteurs associatifs spécifiquement, il y a une évolution dans la durée, en fait. Par exemple, à Argenteuil, c'est quelque chose que je décris dans mon mémoire, il y a aucun acteur associatif, 0. Contrairement à des endroits comme Nanterre ou La Campa. La Campa, c'est un bidonville à La Courneuve et donc ce sont des espaces de relégation sociale, ce qui fait que l'État ne s'y intéresse pas, les communautés territoriales ne s'y intéressent pas non plus. Et donc là, ça crée une situation de fait où, comme tu le dis, des acteurs associatifs vont venir suppléer aux pouvoirs publics qui sont, démissionnaires. Au départ, dans les années 50, ce sont beaucoup des démarches individuelles, donc ce sont pas forcément des gens encadrés. On parle ensuite d'acteurs associatifs, mais donc ces acteurs associatifs, c'est principalement le monde chrétien au départ. Ensuite, il y a des initiatives laïques qui se mettent en place, mais c'est plus tard, c'est dans les années 60. Et donc voilà, donc c'est les choses à garder à l'esprit. Il y a une grande différence en fonction des bidonvilles, au cas par cas. Il y a pas forcément des acteurs associatifs partout et ce sont pas les mêmes. Il y a une prééminence des initiatives du monde chrétien, des chrétiens démocrates, des chrétiens de gauche, qui ensuite, dans les années 60, va se structurer un peu plus au niveau laïque, et après mai 68, vraiment, il y a des initiatives de gauche, d'extrême gauche. Mais avant ça, c'est quand même vraiment le monde chrétien. D'accord. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu serais capable d'expliquer en quoi, dans certains espaces, il y a cette implantation associative et en quoi, dans d'autres, c'est pas présent? Alors c'est une vraie question. Je pense que ça a beaucoup à voir avec 2 facteurs. Le premier, c'est un facteur géographique. Certains espaces, certains bidonvilles sont implantés dans des espaces où ils sont plus visibles, donc ils sont plus susceptibles de provoquer un scandale, une forme de scandalification, ce qui est important pour que des acteurs bénévoles viennent et s'investissent dans un lieu. Il faut que ce soit visible, il faut qu'on en parle, il faut qu'il y ait, des articles de presse, il faut que ce soit à côté d'une station de train. C'est pour ça que Nanterre va devenir extrêmement célèbre, par exemple. Parce que Nanterre,
à un moment, on décide de faire la faculté de Nanterre. Et la faculté de Nanterre, c'est littéralement nez à nez en face des bidonvilles. Donc on met une station de RER, on fait venir des populations qui sont donc étrangères à la ville de Nanterre, notamment des Parisiens surtout, des étudiants, donc des gens qui ont en fait le moyen de créer une scandalification. Quand je parle de scandalification, c'est à un moment décrire une situation dans des termes moral, qui pose un problème moral et qui devient un problème public, et ça devient un scandale. Donc Nanterre, par exemple, c'est pour ça que ça devient extrêmement célèbre et que beaucoup de gens vont s'y investir. Et d'autres bidonvilles, comme celui d'Argenteuil, n'avaient pas cette même situation géographique, et donc n'ont jamais attiré d'attention étrangère, en fait, et extérieure. Donc il y a ça, et après il y a le contexte politique local. Et là, c'est plutôt, quand je parle de contexte politique local, c'est des élus, les représentants territoriaux locaux, et donc certains élus municipaux, par exemple, vont être plus enclins à médiatiser les bidonvilles par rapport à d'autres qui vont choisir plutôt de ne pas s'y intéresser du tout. C'est, je pense, les deux gros facteurs qui font que certains bidonvilles vont attirer des acteurs associatifs et certains ne vont pas bénéficier d'acteurs associatifs. C'est très clair. Et donc, on va juste faire une petite pause musicale avant de reprendre. نكنس وراش الجزاير وغيزق اليوان نكنس وراش الجزاير وغيزق اليوان متكرة تروح نبغى تذنر تبغى تقلو نبغى تعمر نرواث معيش وكسر ذو ساون نرواث معيش وكسر ذو ساون انوي ذا رفيق انوي ذا مشوم انوي ذا حديق ذوين يوثني وين يترون انوي ذا رفيق انوي ذا مشوم انوي ذا حديق ذوين يوثني وين يترون وترون يسلاب اللي يقري راب يذو ذبو عكاز قفوس وين ثكنا سير زاق الروزة تعيش لي لهنا ندوي فرا تعيش لي لهنا ندوي فرا نكنس وراش الجزاير وغيزق اليوان نكنس وراش الجزاير وغيزق اليوان متكرة تروح نبغى تذنر تبغى تقلو نبغى تعمر نرواث معيش وكسر ذو ساون نرواث معيش وكسر ذو ساون أشمث نوضا أمشي تلحو إلى نويا بسننا ذسفنا قرو أشمث نوضا أمشي تلحو إلى نويا بسننا ذسفنا قرو أنس بالله غاسور تلو ورث بغيتك تساوي الموت تطاف تانا نقارو تجد سيديك يسنسنا غير تجد سيديك يسنسنا غير نكنس ولاش الجزاير وغيزق اليوان نكنس ولاش الجزاير وغيزق اليوان متكرة تروح نبغى تذنر تبغى تقلو نبغى تعمر نرواث معيش وكسر ذو ساون نرواث معيش وكسر ذو ساون هني مانيك كل شي قرز روح تكتب تجديلك كل بركة كميز هني مانيك كل شي قرز روح تكتب تجديلك كل بركة كميز سرسل موثيك بركة نقز ما نناك الباد البال وما نشيد الهمزة أكمل نيك الحلم قايف راكمل نيك الحلم قايف نكنس وراش الجزاير وغيزق اليوان نكنس وراش الجزاير وغيزق اليوان متكرة تروح نبغى تذنر تبغى تقلو نبغى تعمر نرواث معيش
وكسرت سوا النروات معيش وكسرت سوا. Vous êtes bien sur Radio Fréquence Paris Pluriel, à l'écoute de l'émission La classe des luttes, sur le sujet des bidonvilles en Île-de-France pendant et après la guerre d'Algérie. Donc on venait d'aborder les acteurs associatifs plus précisément au sein des bidonvilles, les facteurs qui font qu'ils sont présents ou non dans certains territoires. Donc Dalil, tu as parlé du facteur géographique, avec une grande importance des infrastructures et de la présence d'autres populations que celles qui occupent les bidonvilles. Et ensuite du facteur politique, avec certains acteurs qui ont plus ou moins intérêt à faire que le scandale prenne vis-à-vis des bidonvilles. Est-ce que j'ai bien résumé ? Ouais, c'est les gros facteurs, déterminants. Du coup, Dalil, est-ce que tu peux nous dire en quoi les bidonvilles sont devenus des espaces politiques pour le FLN et le MNA ? Si vous voulez, le FLN naît en 1954 d'une scission du principal mouvement nationaliste algérien, le MLTD, qui était dirigé par Messali Hadj, et le FLN, c'est une scission de ce mouvement qui décide de passer à la lutte armée, en disant on n'arrivera à rien par les urnes ou par le compromis, de toute façon les Français truquent les élections, donc lutte armée. Et pour répondre à ça, le parti de Messali Hadj décide de créer une alternative qui est le MNA, qui s'engage aussi dans la lutte armée, qui crée sa propre armée révolutionnaire, son propre réseau militant, sur un modèle assez proche du FLN dans les premières années, mais qui refuse le compromis, donc qui refuse de s'associer au FLN. Donc ces deux structures existent tout au long de la guerre d'Algérie. Le FLN prend finalement le dessus, ce qui fait que le FLN deviendra le parti unique à l'indépendance, mais le MNA continue d'exister tout au long de la guerre. Voilà. Donc les deux structures militantes coexistent, en Algérie et en France métropolitaine. Et ces deux structures se font la guerre à partir de 1955. Et par se font la guerre, les militants se tuent entre eux, quoi. Et donc on a cette situation où la diaspora algérienne en France devient extrêmement stratégique, parce que c'est elle qui produit le plus d'argent, et on a cette situation de guerre civile au sein du mouvement indépendantiste. Et ça va se répercuter sur les bidonvilles. Puisque les bidonvilles constituent un espace où on retrouve beaucoup d'immigrés algériens, pour certains d'entre eux, notamment Nanterre, ou Argenteuil, ou Gennevilliers. Et donc c'est un espace de ressources, en fait, pour les militants. Que ce soit des militants du FLN ou du MNA, c'est des espaces de ressources financières, de ressources en termes d'activisme, puisqu'ils peuvent recruter de nouveaux militants pour les cellules là-bas, et c'est aussi un espace stratégique, parce que c'est plus facile d'échapper à la surveillance policière, du moins au début de la guerre, dans des endroits comme les bidonvilles, qui sont difficiles d'accès, où il n'y a pas d'adresse, où les services municipaux ne vont pas, où la police ne s'aventure que très peu, et donc c'est des endroits stratégiques, où on peut faire des caches d'armes, où on peut organiser une forme de représentation administrative. Par exemple, à Argenteuil, il y avait un tribunal du FLN. On le sait parce que les policiers ont trouvé des traces à cette époque-là. Donc ça permet, si vous voulez, de faire une espèce d'espace plus préservé pour organiser la lutte indépendantiste en métropole. Et ça terrifiait la police. Donc il y a toute cette conception au sein de la police où les bidonvilles seraient des espèces de... Alors après, il y a tous les qualificatifs racistes qui viennent, hein, donc Médina, Gourbi, Casbah, tout ce que vous voulez qui sonne arabe. Donc des espèces d'espaces de non-droit où régnerait, du point de vue policier, le crime, évidemment, du point de vue indépendantiste, l'organisation révolutionnaire. Et donc, pendant la guerre d'Algérie, petit à petit, les bidonvilles vont devenir des enjeux stratégiques de contrôle pour la police. Le vrai tournant, c'est à partir de 1958. 1958, c'est vraiment la bascule de la guerre d'Algérie.
C'est le moment où la France comprend qu'elle est en train de perdre, malgré le déploiement du contingent, malgré le nombre de soldats, malgré le fait qu'on soit déjà dans une situation de guerre totale. Et c'est aussi un moment où le FLN décide d'ouvrir un second front en France, en décidant d'étendre en fait le conflit à la France, en disant il n'y a pas de raison que ce soit que les populations algériennes qui souffrent. Les Français veulent faire la guerre, et ben on va faire la guerre chez eux. Et l'objectif, c'est aussi de forcer la France à renvoyer des effectifs militaires vers la métropole pour soulager la guérilla en Algérie. Donc le FLN lance en 58 une série d'attentats en France, commence à vraiment mettre en place des structures de lutte armée en métropole, et c'est une phase d'accélération dans la répression aussi. Voilà. Donc c'est ça qui fait que les bidonvilles peuplés d'Algériens deviennent un espace très stratégique au sein du conflit, parce que c'est des espaces d'organisation politique, c'est des espaces de déstabilisation de la France métropolitaine, et c'est aussi des espaces en fait de collecte financière tout simplement, où il y a beaucoup d'Algériens au même endroit, donc on peut lever l'impôt révolutionnaire beaucoup plus facilement dans ces espaces-là. Par contre, s'il y a une vraie spécificité des bidonvilles pendant la guerre d'Algérie, c'est le niveau de violence auquel étaient soumises les populations. Parce que du coup, comme elles sont aussi coupées des Français, elles sont éloignées, elles sont pas visibles en fait, les populations algériennes de bidonville, elles sont aussi soumises à un arbitraire policier qui est beaucoup plus brutal. C'est beaucoup plus facile d'organiser la répression quand il n'y a pas de témoins étrangers. Donc il y a toute une forme de punition collective, par exemple. Donc si je comprends bien, pour toi, le traitement colonial et policier, il est indissociable de la mise en place, de l'apparition des bidonvilles. Oui. Voilà, donc c'est vraiment lié à une gestion administrative, à comment il y a une forme de ségrégation qui se met en place. Oui, alors la mise en place des bidonvilles elle-même, elle est différente et similaire dans les colonies et en France. En France métropolitaine, les bidonvilles se développent dans les années 40, mais vraiment dans les années 50, parce que il y a une crise du logement ancienne, donc il y avait déjà pas assez de logements en France en fait. Et surtout, on est dans l'après-Seconde Guerre mondiale, en fait. Donc il y a énormément de destruction, il y a beaucoup c'est pour ça qu'au départ, il y a aussi des Français dans les bidonvilles, dans les années 40. Ce qui va donner naissance à Emmaüs et à TDK Carmonde et à l'appel, de l'abbé Pierre et cetera. Donc il y a aussi beaucoup de Français parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont juste plus d'habitation, du fait de la guerre. Et donc il y a ce double phénomène de destruction de guerre et aussi d'appel massif à l'immigration, dans les années 50, pour reconstruire le pays. Donc, si vous voulez, on fait venir des gens en métropole à un moment où il y a déjà plus de logements. Et donc, forcément, ces gens-là, qui sont moins payés que les Français, qui pour beaucoup ne parlent pas la langue, euh, et qui ont donc plein de, si vous voulez, d'obstacles administratifs ou d'obstacles sociaux supplémentaires, vont être les moins favorisés sur le marché du logement. Donc fatalement, petit à petit, il va y avoir un remplacement au fur et à mesure que des solutions sont trouvées, que des logements sont reconstruits, etc. Où les Français mal logés vont petit à petit avoir une progression euh, dans leur logement, dans leur situation de logement, alors que les immigrés vont rester dans les situations les moins favorisées. C'est pour ça que progressivement, les bidonvilles deviennent habités exclusivement d'émigrés. Donc c'est ça au départ, au départ, c'est une situation un peu de fait, un mélange de situations de fait, les destructions de guerre, et dédain administratif, puisqu'il s'agit de populations qui sont pas françaises, et qui pour beaucoup sont décolonisées en plus. Euh, et donc cette situation-là, ça crée ensuite un enjeu policier, un enjeu de surveiller ces populations-là qui sont ségrégées, qui sont des étrangers, pour beaucoup décolonisés. Donc ça crée tout un enjeu policier. Donc les bidonvilles, oui, c'est un enjeu pour comprendre l'arbitraire policier, en fait. À un moment dans ton mémoire, je cite un témoignage qui est le foyer, c'est la police jusque dans le lit. La question qui serait en fait, c'est comment les pouvoirs publics ont répondu à l'apparition des bidonvilles, à ce que les médias titraient comme étant le scandale des bidonvilles. Et comment on a pu voir en fait des structures de l'État comme la Sonacotral qui participent activement à ce contrôle de ces populations, on va dire indésirables par les pouvoirs publics. Alors, en fait, les pouvoirs publics, ils n'ont pendant assez longtemps pas répondu à la question des bidonvilles. Ça n'était pas du tout un enjeu. Donc ça, c'est important. Il y a une chronologie assez longue.
la période, ce qu'on appelle ce que certains historiens ont appelé le temps des baraques, donc le moment où les bidonvilles étaient massifs en France. Quand je dis massif, c'est 70 000 personnes à un certain moment. C'est les années 50 jusqu'à début, milieu des années 70, donc c'est à peu près 25 ans. Et pendant longtemps, c'était pas du tout un enjeu en fait. On verra plus tard, quoi. Il y a d'autres choses à faire, il faut reconstruire le pays, il faut reconstruire l'industrie, etc. Donc c'était pas un enjeu. En plus de ça, c'était des noms français, donc c'était assez pratique, si vous voulez, puisque du coup, c'était une manière de dire, oui, mais de toute façon, ces populations, elles n'ont pas vocation à rester. Elles sont là pour travailler, et ensuite elles vont rentrer dans leur pays. Donc c'est pas vraiment, enfin c'est triste pour elles qu'elles vivent dans des bidonvilles et dans des conditions exécrables alors qu'elles ont les moyens de payer un loyer. Mais en fait, c'est pas vraiment notre problème. C'est pas un problème prioritaire. Donc pendant longtemps, les pouvoirs publics n'ont pas répondu à la question des bidonvilles. Pour tout un tas de raisons. Il y a aussi une bonne dose de racisme, hein. Euh, mais voilà, donc pendant longtemps, ils n'ont pas répondu. Une partie de la réponse, par contre, ça a été de construire du logement ségrégatif. Et ça, c'est comme ça que les bidonvilles vont être finalement dissous, et c'est la réponse long terme, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que du logement ségrégatif? C'est du logement qui est donc construit par les pouvoirs publics, spécifiquement pour loger des immigrés. Donc qui est ségrégué, suivant un critère de nationalité, puisque les Français ne sont pas destinés à ces logements-là, les Français vont accéder à du HLM, les immigrés vont accéder à autre chose. Et notamment les foyers de travailleurs. Donc c'est de ça que je parlais quand je disais le foyer, c'est la police jusque dans votre lit. Les foyers de travailleurs, c'est une solution qui est faite pour loger donc les travailleurs seuls, qui sont là sans leur famille, dans des foyers. Donc là, c'est du logement ségrégué en fait, puisque du coup, par définition, si vous êtes français, vous n'allez pas être en foyer de travailleurs. Et elles sont construites sur un modèle proprement colonial. Et tu parles de la Sonacotra, c'est intéressant. Au départ, alors Sonacotra, il y a un changement de nom. Pendant la guerre d'Algérie, c'est Sonacotral, puisque c'est la Société nationale de construction pour les travailleurs algériens, algériens. Et après 1962, il y a un changement de nom, et ça devient Sonacotra, donc on retire le L, comme ça devient la Société nationale de construction de foyers pour travailleurs. Il n'y a plus algérien, mais en fait c'est la même société. Donc c'est cette société-là qui est la première et principale société de construction de foyers, et après de cités de transit, ça c'est pour les familles. Et donc elle naît en pleine guerre d'Algérie. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que il devient nécessaire d'encadrer la population algérienne, et coloniale en général, mais surtout algérienne, en métropole. Puisqu'il y a de plus en plus d'immigrés algériens, ils échappent au contrôle des autorités françaises, soit ils vivent en bidonville, soit ils sont logés par eux-mêmes, etc., etc. Et donc il faut, à la fois, il y a le prétexte de l'œuvre sociale, il faut leur donner des conditions de vie décentes, et en même temps, il faut les surveiller. Donc on va les mettre dans des foyers, qui sont donc des bâtiments isolés, où ils sont pas en mixité avec les Français, qui sont surveillés, c'est-à-dire que les bâtiments ouvrent et ferment à heure fixe, ils peuvent pas recevoir des gens chez eux. Il y a un gardien du foyer, un gérant, les gérants de foyer sont toujours choisis parmi les anciens militaires de l'armée d'Afrique. Si en plus de ça, ce sont des pieds noirs ou des colons, c'est encore mieux. Donc ils sont choisis spécifiquement pour leur capacité à être racistes, hein, disons-le clairement, et à connaître, entre gros guillemets, les mœurs des colonisés. Et donc c'est une vocation policière, le foyer. Les foyers sont généralement connectés directement avec le commissariat, ils ont une ligne directe, et ils servent ensuite, pendant la guerre d'Algérie, de point où va se cristalliser la surveillance policière. Puisque du coup, comme on sait que dans un foyer, par exemple, il va y avoir que des Algériens, eh ben, c'est très facile d'aller faire des rafles. Il suffit de se pointer à l'entrée du foyer, et on peut arrêter tout le monde, puisque tous les habitants du foyer sont de toute façon décolonisés. Donc c'est beaucoup plus simple, si vous voulez, de surveiller des populations colonisées, comme ça, qu'en les laissant dans la nature, en fait, se loger comme se logerait n'importe quelle autre population. C'est beaucoup plus simple de surveiller un foyer que de surveiller un quartier comme Barbès.
Parce que dans un quartier comme Barbès, oui, d'accord, on sait qu'il y a beaucoup d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens, mais il y a aussi des Français. Et les gens sont mélangés, les gens vivent, au sein de la population normale, en fait. Donc les foyers, ils ont cette vocation-là. Cette vocation de sortir des bidonvilles, mais en gardant la ségrégation. C'est super clair, merci en tout cas. Hey yo, laisse ma tête crack, ici le gun claque. Mon esprit se braque et peine et mystique sur mes bacs. Des verres tombent sous les balles de la police nationale. Les vitrines explosent, tout prend feu et le gun part sur la capitale. La situation s'emballe, c'est court plus vite que les balles ou porte un gilet pare-balles. À l'heure qu'il est, mon quartier est sur le point d'éclater. N'importe quel jour dans cette jungle, peut-être le dernier. Des mecs s'étalent sur le trottoir comme des feuilles en automne. Évite le peloton d'exécution, sinon ton heure sonne. Jeune et condé, calibré pour une lutte armée. Le 9-4-8-0-0 est prêt à craquer. J'encule la police, je nique leur justice. Les murs de mon dos décrit, ici les bandits agissent. Deux necks fait feu sur l'homme en uniforme bleu. Environnement hostile, sous mes yeux ma cité prend feu. Fini le temps des oppresseurs, passe la main aux opprimés. Chaud devant, le compte à rebours est déclenché. Fini le temps des oppresseurs, passe la main aux opprimés. Chaud devant, les mauvais garçons vont tout faire La sauter. majorité de nos forces armées, composées de tarés, a été formée par l'état d'esprit de la cité. Le genre de gars qui crachent sur les decks en prenant leur yep. Ce sont des gars qui lâchent rien, des bleus à son tiep. Quand tu sors du côté où il y a plus d'ombre que de lumière, celui qui passe l'uniforme devient ton adversaire. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de paix tant qu'il repose pas en paix. Si t'as pas compris, réveille-toi ou reste sur le quai. Le système est une force, mais nous on représente le nombre en Bresse. Je m'aularde sur ces trous du cul sans fesses. Même si je suis pris les mains dans le sac, je m'en tape le cercle rouge. Garde ma bague, les dormeurs doivent se réveiller, beaucoup trop se couchent. L'espoir dépend de l'écrasement des larnouches. Il faut se noyer dans le sang, sachez que les caïras demeurent. Et les decks se make un temps. Les normes bloquent, crack, shoot les normes. L'apocalypse est comme commencé. On peut de temps tous noyer, c'est vrai, on peut tous s'y noyer, sonner. C'est de la folie, l'envie de vomir, l'impossibilité de sortir. En apnée sous l'eau, fit fil ou on file, ce qui sert de survie. Au bord de l'asphyxie, la zone harasse, mon race se fixe au point de t'y perdre. Coincé dans les déchirures du corps social, je suis comme tout seul, seul, les yeux brûlés bas. La cruauté des sales actes, le monde va mal, mais tout le monde jacte. Dégraisse les pattes, trop de frères partent, casse le caillou. Voyez-vous, pour beaucoup matricule voyou. Paranéique, qui tu traites de voyou. Fini le temps des oppresseurs, passe la main aux opprimés. Chaud devant, le compte à rebours est déclenché. Fini le temps des oppresseurs, passe la main aux opprimés. Chaud devant, les mauvais garçons vont tout faire sauter. Eh mec, les coups de matraque ne t'arrêteront pas. Les banlieues sont des forteresses où l'uniforme bleu doit être Vatsa, Sloupa. Toutes les tests sont danger, ils ne sont pas qu'armés de 10, de chez 8-6 et de ganja. Le mal est dans l'état, les bons sont dans les rues. La rue le vit très mal, car le mal à petit feu nous tue. Clip, guérilla automatique, l'automatique sera un tic et ma cible seront les. Je maîtrise les keufs et j'en ai rien à treuf. Les fricoules n'existent pas donc pourrais-je trouver du neuf? On peut rien faire. Rien ne sert de pleurer comme une fambo. Le genre de cum qui se lamente sur son sang, tu vois, genre de tableau. Saoulé, 4 pour fouler, le foulet crédit, slash crédit dans la foulée mêlée. Enchaîne les beaux parleurs, n'importe quelle cité. Tes frères RR dans la rumeur, t'en as déjà aperçu l'heure. Mémoire vue, obtienne mon respect dans ce langage cru. Protège ton bloc plus fort, parasitaire, j'ai non-stop, figé. Avec leur bloc, prenant des renseignements sur tes potes, une survie. À Paris, en vrai tu vis l'enfer sur terre, le paradis n'existe pas, si il existe, trouve-moi vite son repère. Je reste leur P4, je dois me battre pour pas finir à 4 pattes. 4, ma force de frappe de NEG provenant du 9-4. Eh ben, Chondo, Shinto, boycott l'ISPO, Sinto. Et Ben Kiklo Niro défonce l'état à tous les niveaux. Fini le temps des oppresseurs, passe la main aux opprimés. Chaud devant, le compte à rebours est déclenché. Fini le temps des oppresseurs, passe la main aux opprimés. Chaud devant, les mauvais garçons vont tout faire sauter. Fini le temps des oppresseurs, passe la main aux opprimés. Chaud devant, le compte à rebours est déclenché. Fini le temps des oppresseurs, passe la main aux opprimés. Chaud devant, les mauvais garçons vont tout faire sauter. Fini le temps des oppresseurs, passe la main aux opprimés. Chaud devant, le compte à rebours est déclenché. Fini le temps des oppresseurs, passe la main aux opprimés. Nous sommes toujours à Fréquence Paris Pluriel avec notre invité Dalil qui nous parle de son mémoire sur les bidonvilles d'Argenteuil pendant et après la guerre d'Algérie. Dans les premières parties de l'émission, on a beaucoup discuté comment ces bidonvilles se sont construits, les dynamiques politiques internes, mais aussi par rapport à l'État. Une petite question sur la post-guerre d'Algérie. Donc, après 1962, la guerre est terminée, mais les bidonvilles demeurent.
Comment les habitants ont-ils résisté aux expulsions et surtout à la stigmatisation? Alors déjà, pourquoi résister aux expulsions? Donc oui, en fait, voilà, déjà, il y a eu beaucoup de résistance aux expulsions des bidonvilles, après la guerre d'Algérie, donc les bidonvilles restent. Ils restent, pour la plupart d'entre eux, jusqu'à la fin des années 60 ou au début des années 70. Ils sont progressivement détruits et après on reloge les gens. Ça, c'est sur le papier. Mais en fait, il y a eu beaucoup de résistance aux expulsions. Pour, plein de raisons, mais notamment parce que, en fait, les gens s'opposaient à ce que j'ai décrit précédemment, c'est-à-dire au relogement ségrégatif. Donc les hommes, isolés en foyer de travailleurs et les familles en cités de transit qui étaient des cités en préfabriqués. Souvent, juste à côté des bidonvilles, donc toujours dans des espaces, des terrains vagues, loin des commerces, loin des transports, loin des écoles, et cetera, donc et surtout à l'écart des Français, en fait, qui étaient des logements, ségrégés. En fait, ces campagnes ont pu prendre plusieurs formes, ça dépendait beaucoup des villes. Il y a une vraie différence, en fait, des ancrages territoriaux. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Paris, mais Marseille, c'est une autre histoire, Nice, c'est une autre histoire, Lyon, c'est encore autre chose. En région parisienne, la plupart de ces bidonvilles étaient dans la banlieue rouge, ce qu'on appelait la banlieue rouge, donc qui étaient les municipalités communistes. Hem et contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'a pas forcément joué en la faveur des habitants, puisque beaucoup d'élus communistes ne voyaient pas d'un bon œil du tout la présence de ces populations immigrées, pour beaucoup colonisées, pour beaucoup donc non européennes, qui portaient un stigmate, à la fois racial et un stigmate social et donc n'ont pas forcément prêté, main forte aux habitants, ni pendant l'existence des bidonvilles, ni pour les reloger ensuite. Donc le soutien pour les résistances aux expulsions, pour les résistances à la ségrégation, ça s'est beaucoup fait par d'autres acteurs. Ça s'est beaucoup fait par des acteurs associatifs, et ça s'est aussi beaucoup fait après mai 68 par des acteurs de l'extrême gauche. Et ça, c'était nouveau. Un acteur sur lequel j'ai travaillé personnellement et qui a joué un rôle essentiel, c'est la gauche prolétarienne. C'est un groupe, marxiste-léniniste qui se revendique du maoïsme, qui devient très important après mai 68 et qui, en fait, se fait une spécialité, d'aller, contester le parti communiste à domicile, et donc dans la banlieue rouge. Et donc un des moyens les plus efficaces d'aller taper sur le parti communiste, c'est de montrer, en fait, sa collaboration avec le pouvoir, et ben, c'est de défendre la cause immigrée. Et pour faire ça, et ben, les bidonvilles, c'est un lieu tout trouvé, en fait. Parce que c'est des populations reléguées, qui, dans beaucoup de cas, ont été complètement laissées à l'abandon, non seulement par les pouvoirs publics, mais par les élus communistes. Et donc lorsque arrive la menace d'une expulsion, comme ça a été le cas à Argenteuil, par exemple, en 1969, et ben, la gauche prolétarienne va parfois se saisir de ce cas pour investir des bidonvilles, faire des campagnes anti-expulsion, donc envoyer des militants qui vont parfois rester sur place, organiser des diffusions de tracts, taguer la ville, essayer d'organiser des manifestations avec plus ou moins de succès, saboter les engins de chantier, donc faire tout un mélange entre action directe, tentative de créer une mobilisation populaire et puis scandalisation, donc c'est-à-dire faire des articles, faire venir des journalistes, essayer d'en faire un scandale national, quoi. Ce qui marche avec plus ou moins de succès, ça dépend des cas. À Argenteuil, c'est une victoire en demi-teinte. Donc en 69, la municipalité prend la décision d'expulser les bidonvilles manu militari, sans relogement, donc sans reloger les habitants. La gauche prolétarienne fait sa campagne anti-expulsion et à terme de plusieurs mois, les habitants sont effectivement expulsés, mais ils sont relogés dans du logement ségrégatif. Ils sont relogés en cité de transit, pour certains et certaines en HLM, pour beaucoup dans des PSR. Donc les PSR, c'est des HLM, c'est littéralement des HLM à bas coût. En fait, c'est la même chose, c'est les mêmes plans, les mêmes procédures que pour des HLM, mais on met 30% d'argent en moins. Donc c'est des bâtiments pourris, quoi. Et ça, c'est pour les immigrés. Donc ça veut dire ça, en fait, résister aux expulsions. Ça se fait beaucoup par des acteurs, qui sont pas institutionnels, en fait, qui sont des acteurs, associatifs, qui sont des groupes d'extrême gauche, hem, des initiatives, citoyennes, mais assez peu, finalement, avec le soutien des élus. Avec une exception quand même, c'est, les élus de Seine-Saint-Denis. Il faut que je le dise.
les élus du Parti communiste de Seine-Saint-Denis, en général, ont eu une carte beaucoup plus progressive dans le soutien aux luttes immigrées. On va leur laisser ça, ouais. Par rapport en Seine-Saint-Denis, est-ce que ça joue aussi sur la catégorie en fait de population qui habite les bidonvilles par rapport à Argenteuil, par exemple, où on a une population donc plutôt algérienne et tunisienne. Je crois que c'est plutôt portugais et espagnol, par exemple franc-moisin. Est-ce que ça joue aussi sur la politique des pouvoirs publics? Eh bien, c'est une vraie question, et je vais être honnête avec vous, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai essayé d'élucider cette question. Ce que je peux dire, c'est que effectivement, je constate que les bidonvilles qui étaient le plus, en écrasante majorité, peuplés de colonisés, Nanterre, Argenteuil, Gennevilliers, ce sont des bidonvilles où la gestion a été la plus ouvertement raciste. Avec des déclarations des élus, y compris des élus communistes, considérant que, en fait, non seulement c'est un problème qu'il y ait des bidonvilles, mais c'est un problème qu'il y ait des Algériens dans les bidonvilles. Alors qu'en Seine-Saint-Denis, ce sont des bidonvilles un peu plus mixtes, avec notamment beaucoup d'Européens, donc des Espagnols et des Portugais surtout. À la Campa, le bidonville de la Courneuve, au Franc-Moisin, le bidonville de Saint-Denis, à Aubervilliers, le bidonville du chemin de Halage. Mais pour autant, c'est aussi des bidonvilles avec des colonisés. C'est aussi des bidonvilles avec des Algériens, des Tunisiens, ils sont moins représentés, mais ils sont là. Il se trouve que les villes qui ont eu ces bidonvilles plus majoritairement européens ont aussi été des villes avec des élus plus engagés sur la question des immigrés. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que là effectivement, on se dit: «Ah oui, il y a quelque chose qui joue sur la catégorie raciale, sur la stigmatisation, sur en fait, sur l'héritage colonial, même sur le fait que ces bidonvilles plus européens étaient moins investis par la police, il y avait moins de violence, et cetera, et cetera», donc c'est certainement un facteur. Par contre, c'est pas aussi simple que ça, parce que pour le cas de Saint-Denis, par exemple, qui était le plus grand, donc le Franc-Moisin, c'était le plus grand bidonville de Seine-Saint-Denis. En fait, le maire de Saint-Denis, Auguste Gillot, c'est aussi un maire qui était très engagé auprès des populations immigrées en général. Et par exemple, il s'est battu pieds et mains pour un foyer de travailleurs, maliens, donc décolonisés, heu, pour un foyer de travailleurs maliens en 1964, à un moment où l'indifférence était complètement générale au sein des élus du Parti communiste sur la question des bidonvilles et de la situation des immigrés. Donc il y a aussi une part, hem, où il y avait des élus qui étaient plus authentiquement, en fait, ouverts sur la question du racisme et de la spécificité du problème rencontré par les immigrés et par les immigrés racisés. Donc ce que je peux dire, c'est que il y a certainement c'est certainement un facteur. Le fait que les populations étaient algériennes ou colonisées, c'est un facteur qui a joué en leur défaveur et ça, c'est absolument certain. Mais la spécificité de la Seine-Saint-Denis, elle est pas uniquement autour de la question raciale. Il y a une spécificité qui est un peu d'un autre ordre et là, ça m'échappe un peu parce que j'ai pas en fait, voilà, dire que Auguste Gillot, c'était quelqu'un de bien et d'éveillé, c'est pas un facteur, super, déterminant historiquement, c'est pas très satisfaisant comme explication. Heu, En fait, ça explique pas grand-chose, mais en tout cas, là, il y a un vrai point d'interrogation pour moi. Et est-ce que tu dirais que les dynamiques un peu qui sont nées à cette période-là et surtout les acteurs qui ont émergé dans les luttes des bidonvilles ont encore un impact aujourd'hui dans les luttes de l'immigration? Ah oui, bah, ça c'est évident. Hem, c'est évident parce que déjà les bidonvilles n'ont pas disparu, en fait, dans ces territoires. Ils ont plus la proportion des années 50 ou 60, mais en fait les bidonvilles existent toujours. Moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, hein, donc des bidonvilles, j'en voyais dans mon quotidien, hein. Donc cette histoire-là, c'est pas une histoire finie du tout. C'est toujours une histoire avec des similarités, parce que les populations des bidonvilles aujourd'hui, c'est aussi des étrangers. C'est aussi des gens qui sont, disqualifiés sur des critères raciaux. Donc aujourd'hui, il y a l'association, par exemple, Bidonville algérien, elle a disparu. C'est plutôt l'association Bidonville Rome. Mais c'est toujours une association raciale, en fait, de populations marginalisées qui étaient déjà en plus de ça, les Roms, c'est déjà des populations, discriminées dans leur propre pays. Donc il y a toujours cette association-là et après sur l'héritage des bidonvilles,
des anciennes populations des bidonvilles, c'est absolument certain, c'est un stigmate qui reste. On parlait de stigmate tout à l'heure. Ça marque des quartiers, en fait, ça marque des territoires. Nanterre, terre de bidonville, ça n'a pas disparu. À Argenteuil, les bidonvilles se sont déplacés vers le nord de la ville, à côté de ce qui est aujourd'hui la ZUB du Val d'Argent, donc le grand ensemble d'Argenteuil, qui est devenu tristement célèbre puisque c'est là que Sarkozy allait faire son show en 2002, je crois, où il déclarait qu'il fallait laver au Karcher la racaille. C'était là, c'était sur la dalle d'Argenteuil. La taille d'Argenteuil, aujourd'hui, c'est toujours un espace de relégation sociale. Un espace très discriminé dans une ville de droite. Argenteuil, c'est une municipalité de droite. Il y a 2 ans, Mediapart avait sorti je crois que c'était il y a 2 ans, un article sur la fermeture du dernier supermarché dans le quartier du Val d'Argent, à Argenteuil. Qui fait que, du coup, aujourd'hui, le Val d'Argent d'Argenteuil est considéré comme étant un désert alimentaire. C'est intéressant quand même que, des dizaines d'années après la disparition des bidonvilles, dans ce même quartier, puisque c'est le même espace géographique, hein, c'est là qu'avait le bidonville de la Fosse-aux-Loups, le grand bidonville d'Argenteuil, c'était là. Il a été rasé pour permettre la construction de l'actuel Val d'Argent. Donc c'est le même espace. On a les mêmes stigmates qui restent. On a la même absence d'accès aux services, la même guerre pour pouvoir accéder à la nourriture, à l'eau, à l'éducation, etc. Et la même stigmatisation raciale. Raciale, sociale. C'est toujours. Donc ça poursuit en fait. Et la même difficulté d'accès au logement, puisque pareil, hein, enfin voilà, c'est du logement social ancien qui n'a pas été entretenu, qui est aujourd'hui très dégradé. Et donc ce stigmate-là, il poursuit les populations. Il poursuit les territoires, il poursuit les villes, il poursuit les populations. Parce que les bidonvilles ont été détruits dans l'optique de garder la ségrégation sociale. Lorsque les bidonvilles sont détruits, c'est pas pour permettre l'égalité du logement, l'égalité des chances, etc. hein. C'est toujours dans l'objectif de garder une ségrégation, mais une ségrégation qui serait contrôlée par l'administration, donc qui ne serait plus juste une ségrégation de fait, une ségrégation encadrée, où on met les immigrés dans des logements spécifiques, contrôlés par l'administration. La France, vaste sujet, je viens de résumer son drame. Le déclin de mon pays a débuté avec une guerre mondiale. 1940, Français et Allemands ne s'embrassent pas, font chambre à part. Mais bizarrement, on voit pousser des chambres à gaz la même année. Hitler et Pétain marchent côte à côte. Depuis rien n'a changé, peu de résistants et beaucoup de collabos. 1945, libération, c'est ce qu'ils font croire. C'est que le début de la fin, crime et violence. D'un coup vont croire, tout est détruit. Maintenant on parle de l'imitation, mais quand il a fallu construire, on a appelé l'immigration. Il fallait les loger, nouvelle génération de ghetto. Foutez-les-moi là-bas, de toute façon ils puent, la plupart sont guédros. C'est ce que pense tout pas, beaucoup tout pas. À cette époque, comme tout part en Europe, si t'es pas tout pâle, on t'écoute pas. 1954, guerre d'Algérie, le plein au garde à vous. Aznavour parle d'amour, les ouvriers logent dans des cages à poules. Si t'es dortoir ou le trottoir, on les range tous là-bas. Les étrangères, on les aime sous la table ou des bananes autour de la taille. Pays de mon enfance, avec le diable, il pactise. Bienvenue en France, terre d'asile psychiatrique. Eldorado, je parle de ce pays là où la police règne. Eldorado, la liberté c'était qu'un joli rêve. Je dis pas que c'est ta faute, mais malgré tout faut qu'elle assume. Qu'elle rassure les petits d'ici, ceux qui se dissipent avec la fume. Eldorado, mais une fois les pieds sur terre ils savent. Eldorado, y'en a qui tentent le train d'atterrissage. Pays de mon enfance, avec le diable, il pactise. Bienvenue en France, terre d'asile psychiatrique. Entre la merde et les rats morts, les darons s'en rappellent. Souvent c'était la mort, c'était la mode. Les arabes dans la Seine, les immigrés qu'on mettait à part ont eu des gosses, pas une seule ligne sur l'esclavage. Normal qu'ils enculent l'école, problème identitaire. Le cul entre deux chaises, est-ce que les poteaux vivent? Ni complètement français, ni étrangers, des genres de prototypes. Voir leurs darons se casser le dos pour un SMIC. Ça devient très chaud quand t'as un alcoolique. Pour un titre, réussir en ZEP, c'est 1000 fois plus d'efforts. Alors quand il voit où sont les liasses, il prend son premier kilo d'afghan. Parents à l'usine, faut être lucide, il a pas idéal, normal, idéal, ça va bicrave à la sortie idéale. Lors du premier serrage, après tant d'embrouilles, tant de blabla, il devient parano et fuit les keufs comme un sans-paplard. Même après sa sortie, il sera toute sa vie attaché. C'est foutu, plus le roi t'a fait, quasi taché, une vie quasi gâchée. Eldorado, je parle de ce pays là où la police règne. Eldorado, la liberté c'était qu'un joli rêve. Je dis pas que c'est ta faute, mais malgré tout faut qu'elle assume. Qu'elle rassure les petits d'ici, ceux qui se dissipent avec la fume. Eldorado, mais une fois les pieds sur terre ils savent. Eldorado, y'en a qui tentent le train d'atterrissage. Pays de mon enfance,
que le diable y pactise. Bienvenue en France, terre d'asile psychiatrique. De retour de la pause musicale, vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel et nous sommes en train d'aborder le sujet des bidonvilles en Île-de-France pendant la guerre d'Algérie. Et tout de suite, nous reprenons avec Dalil. Une question qui est peut-être un peu retors, mais nous sommes tous curieux de savoir en quoi l'histoire du bidonville d'Argenteuil éclaire-t-elle les luttes sociales actuelles. En somme, qu'est-ce qu'on peut en retenir en termes de pratiques et d'acteurs issus de ces mobilisations? Vaste question, je sais. Ouais, c'est une vaste question. Je pense que moi, la leçon que j'ai tirée de ça personnellement, c'est la conviction profonde que les pouvoirs publics, non seulement ne sont pas en capacité de combattre la ségrégation raciale en France, mais n'en ont pas le désir. Ce sont les instruments de la ségrégation sur le long terme. Dans le cas des bidonvilles, pour moi, c'est apparu absolument clair au fur et à mesure de ma recherche sur le cas d'Argenteuil, de voir qu'en fait, l'enjeu des pouvoirs publics lorsqu'il s'agissait de détruire les bidonvilles, c'était de s'assurer de pouvoir contrôler les populations immigrées en France. Et donc pour faire ça, il fallait continuer de les ségréguer. Mais il fallait les ségréguer suivant une manière que ces populations n'ont pas choisie. Qu'il fallait casser les liens affinitaires. C'est une des obsessions des pouvoirs publics, c'est de casser les liens affinitaires pour pouvoir ségréguer les populations selon des motifs disciplinaires ou selon en tout cas des catégories qui conviennent au pouvoir public. Moi, c'est ça que je tire de cette histoire des bidonvilles. On ne peut pas compter sur les pouvoirs publics en France pour combattre la ségrégation urbaine. Ils ne le feront pas. En fait, ça n'est pas dans leur intérêt de le faire. Donc c'est des luttes de base qui peuvent mettre ça en place, avec des connexions entre personnes et territoires suivant des liens affinitaires et suivant des liens politiques. Et justement, je voudrais rebondir avec une dernière question. Tu penses que la mémoire des bidonvilles et les luttes qui sont nées sont aujourd'hui oubliées ou invisibilisées? Là, je rejoins Victor Collet qui a travaillé sur Nanterre, pardon. Il parle de la patrimonialisation des bidonvilles aujourd'hui. Il y a beaucoup de villes qui font des expositions sur les bidonvilles. Il y en a eu à Nanterre, il y en a eu aux archives de Seine-Saint-Denis. À La Courneuve, il y a une stèle sur l'emplacement de l'ancien bidonville. Aujourd'hui, c'est dans le parc de la Courneuve. Donc il y a un patrimoine, il y a une patrimonialisation. Ce qui disparaît par contre, c'est la dimension politique de ces luttes. C'est-à-dire, on parle du passé pour mieux éviter le présent, pour mieux éviter de parler des bidonvilles aujourd'hui, qui continuent d'exister, et pour mieux ne pas parler de la ségrégation urbaine aujourd'hui, qui s'est construite sur les cendres des bidonvilles. Donc il y a une forme de patrimonialisation qui sert à dépolitiser ces enjeux-là, en fait. Bah, c'est très clair, ça fait une très bonne conclusion d'ailleurs. Ouais, voilà. Enfin, une conclusion très amère du coup, mais qui correspond à la réalité. Il faut continuer de lutter. J'ai adoré. Merci. Super. Bon, bah tant mieux alors. On avait cherché un petit peu donc quelques ouvrages universitaires ou plutôt grand public sur les sujets des bidonvilles, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc Dalil, tu nous avais parlé d'un roman graphique qui s'appelle Demain Demain de Laurent Maffre, qui a été publié en 2012. Et donc c'est une bande dessinée qui retrace l'arrivée d'une famille algérienne dans le bidonville surnommé La Folie à Nanterre. Ça donne pas très envie d'y habiter. Publié en 2 tomes. Ensuite, il y a Victor Collet qui est quand même un universitaire assez reconnu sur les questions des bidonvilles, qui a écrit Nanterre du bidonville à la cité aux éditions Agone, publié en 2019 et qui rejoint assez ton propos Dalil. Et rapidement, le dernier, c'est un autre thésard, La baraque et le bulldozer, écrit par Antonin Gué-Dupuis, qui est étudiant à Paris, et qui, lui, s'attaque plutôt donc à Paris, mais également à Lyon, Marseille et Nice, sur la question des bidonvilles. Ouais, tout à fait. Je peux rajouter aussi, il y a un certain nombre de romans et de témoignages qui ont été publiés d'habitants et d'habitantes des bidonvilles.
Donc je recommande à toutes celles qui veulent s'y intéresser les Chroniques du bidonville de Monique Hervaux, dont j'ai déjà parlé brièvement, donc qui raconte jour par jour en fait ce qu'elle voit dans les bidonvilles et notamment pendant la guerre d'Algérie à Nanterre. Donc c'est très intéressant. Et je recommande aussi l'autobiographie de Mohamed Kenzi, L'amante sauvage, qui est une autobiographie d'un jeune Algérien qui grandit en bidonville à Nanterre et qui raconte toute cette histoire-là. Donc c'est aussi c'est un super roman en fait. Donc lisez-le. Oui, justement, on voulait te demander, on voulait que tu reviennes un peu sur Monique Hervaux parce que tu l'as citée rapidement. Et c'est vrai que donc elle a quand même elle a quand même contribué à l'historiographie grâce à des archives qu'elle a elle-même collectées. Donc, je pense que c'est important de présenter un peu qui elle est et ce qu'elle a fait. Alors Monique Hervaux, c'est une grande personne de cette histoire de lutte. C'est une personne très importante. Donc elle arrive dans les bidonvilles de Nanterre par conviction chrétienne au départ. Par conviction humaniste, on pourrait dire, quoi, de l'aide au prochain. Donc c'est pas motivé spécialement politiquement, c'est pas aligné politiquement. Et en fait, elle découvre les bidonvilles un peu par hasard et elle décide d'y rester, de s'y installer en se rendant compte que en fait, ces gens-là ont besoin d'aide et qu'il y a personne. Personne. Donc elle arrive à Nanterre, elle commence à se familiariser avec les bidonvilles, elle s'installe, et donc elle sert de relais social. Elle aide les populations à remplir leurs papiers, elle fait le suivi des enfants, elle donne des cours d'alphabétisation. Elle essaye de désenclaver les populations, en fait. Elle fait ce service-là. Et ensuite de ça, donc elle reste à Nanterre et la guerre d'Algérie commence, et elle assiste à la répression coloniale. Elle est aux premières loges, puisqu'elle est dans le bidonville elle-même, et donc ça la radicalise d'une certaine manière de facto, puisque elle se retrouve en fait pour faire ce qu'elle faisait avant, donc pour faire du bénévolat et de l'assistance sociale, elle se retrouve à devoir affronter la police. Elle est elle-même victime de répression policière. Elle est tabassée à plusieurs reprises. Ses locaux sont saccagés, etc. Elle assiste à un nombre absolument hallucinant de crimes tout au long de la guerre. Si vous lisez les chroniques du bidonville, c'est assez faramineux tout ce qu'elle décrit. Et donc, c'est à la fois un témoin historique de première loge et une militante. Elle est contactée par le FLN, en fait, pendant la guerre d'Algérie, puisque, en fait, elle vit au sein du bidonville, donc les officiels du FLN finissent par s'inquiéter un peu de sa présence, en se demandant qui c'est, cette Française, cette jeune femme seule qui vit dans le bidonville. Elle est contactée par l'organisation, qui décide de lui faire confiance, et elle devient donc agente du FLN pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est une porteuse de valises. Elle participe aux activités du FLN en faisant donc ce qu'on appelle porteur de valises, c'est-à-dire plus concrètement faire office d'agent de liaison, donc porter des papiers, des documents. Je ne suis pas sûr qu'elle ait déplacé des armes. Il est possible qu'elle ne le sache pas. C'est dans ses mémoires. Voilà, donc elle prend fait et cause pour l'indépendance algérienne, et elle reste au bidonville après l'indépendance aussi. Si des personnes sont intéressées, il faut savoir qu'elle a collecté énormément d'archives, et que ces archives sont librement consultables au Centre d'archives de la contemporaine. Donc il y a un fonds Monique Hervaux, avec tout un tas de photographies et d'archives qu'elle a collectées. Juste petite précision, donc tu nous parles du Chronique du bidonville. Le livre, c'est Nanterre en guerre d'Algérie, Chronique du bidonville 1959-1962, et c'est paru aux éditions du Seuil en 2001 pour les intéressés. Oui, merci Dalil pour ta contribution. Vous pouvez retrouver son mémoire. Il est aussi en ligne. C'est Surveiller, vivre et lutter dans les bidonvilles au temps des décolonisations. La ville d'Argenteuil entre guerre d'Algérie et années 68. Et vous y apprendrez nombre d'anecdotes très intéressantes qu'on n'a pas eu le temps de mentionner ici. Comme le fameux épisode du combat aux barres de fer entre la gauche prolétarienne et les communistes d'Argenteuil. Ah oui, c'est très savoureux ça. Je recommande. Merci Dalil. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va s'arrêter ici pour cette première émission. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de suivre le reste des émissions sur Fréquence Paris Pluriel. Et je vous souhaite une bonne journée.